La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam, une grève du personnel enseignant de soutien et professionnel du syndicat du Grand Portage. Pour l'avenir du système d'éducation, je pense qu'on n'a pas le choix. Le Centre d'action bénévole Cormoran qui inaugure ses nouveaux locaux. C'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, on se promenait d'un endroit à l'autre. Le parc du Haut-Pays de Kamouraska fait un bilan pour son 10e anniversaire d'existence. On a eu près de 200 personnes, soit le double de l'inauguration. Et le BDiste Nick Michaud nous présente sa toute dernière création. On s'en sort bien pour le marché français, ça va super bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité pour la région du Kamouraska de cette semaine. Le personnel enseignant de soutien et professionnel du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup était en grève ce lundi matin du 6 novembre. Je me suis entretenu avec M. Joseph Chouinard-Pelletier afin d'en savoir un peu plus sur la situation. Avant de présenter cette entrevue, je tiens à mentionner qu'une des personnes avec qui j'ai parlé qui désirait ne pas être devant la caméra a fait une analogie que j'ai trouvée bien évocatrice. Elle s'est dite en peine d'amour avec son métier, ce qui est quand même bien dommage, mais en même temps bien révélateur sur cette situation. Donc, voici l'entrevue. Joseph, ce matin, grève en front commun, personnel de soutien et les enseignants. C'est quoi le message que vous voulez véhiculer? Et les professionnels aussi, pas juste le soutien des enseignants. Bien, le message qu'on veut véhiculer ce matin, c'est tout simplement qu'il faut que ça bouge en table de négo. Actuellement, c'est un peu le désert, il ne se passe rien, les négociateurs patronaux n'ont pas de mandat. On a des offres qui sont, ma foi, plutôt insultantes de la part du gouvernement. Donc, ce matin, le message, c'est vraiment, il faut qu'on se règle, faut que ça se règle. On n'est jamais heureux de venir faire la grève. On aime bien mieux venir travailler. Mais pour l'avenir du système d'éducation, je pense qu'on n'a pas le choix. Ce serait quoi les aspects communs entre tout ce personnel-là, enseignants, soutien professionnel, les aspects communs qui sont revendiqués? Bien, c'est sûr que à la base, c'est des conditions de travail adéquates. On vit une pénurie de main-d'œuvre, on vit une difficulté de recrutement. Ça passe par des conditions de travail adéquates. Ça touche bien sûr plusieurs aspects, le salaire, aussi la retraite. Les patrons ont de grosses demandes au niveau de la retraite qui sont complètement inacceptables. Notre but, finalement, c'est vraiment ça, c'est d'améliorer nos conditions de travail pour pouvoir donner un meilleur service à nos élèves, à nos enfants, dans le fond, qui sont là. Puis là, ce lundi matin, c'est une courte grève, disons, mais est-ce que vous envisagez qu'il y ait d'autres grèves à venir bientôt? Savez-vous? Idéalement, on n'en ferait pas de grève. Idéalement, ce matin, on était un peu là aussi parce que le premier ministre lui-même a dit « Ah, bien, tant qu'ils ne feront pas la grève, on n'ouvrira pas vraiment nos négociations. » Alors là, aujourd'hui, on est là. Le but, c'est que ça soit la seule, parce qu'on sait ce qui la dérange, on sait que ça a des impacts sur tout le monde, mais c'est possible que ça se poursuive effectivement. Puis, question peut-être particulière pour toi, là, ici, c'est un milieu à prédominance féminine. Pensez-vous que ça a un impact sur comment le gouvernement traite vos demandes? J'espère que non. J'espère que non, mais j'ai hélas l'impression que oui. J'ai hélas l'impression que oui. Ça prend du gars de ça faire la grève aujourd'hui. Là, moi, j'ai des mères dans mon unité syndicale, j'ai des mères de famille monoparentales là, qui ont voté pour la grève en se disant, pour mes enfants, je vais faire des sacrifices parce qu'on est coupé, on n'est pas payé, bien sûr, quand on fait la grève. Donc, honnêtement,
J'espère que ce n'est pas le cas, que le gouvernement, c'est pas parce que c'est à prédominance féminine qu'il n'y a pas des offres satisfaisantes, mais j'ai hélas un peu peur que c'est le cas. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Après quelques années à vivre dans ses valises, le Centre d'action bénévole Cormoran a enfin pu saisir une opportunité d'avoir ses locaux dans la ville de Saint-Pascal. C'est donc le 3 novembre dernier qu'ils ont inauguré officiellement leurs tout nouveaux locaux sur la rue Taché. Voici une entrevue avec Mme Pascale Ouellette, directrice du Centre d'action bénévole Cormoran. Bien, Mme Ouellette, merci d'être là. Vous venez ici, le Centre d'action bénévole, de déménager dans des nouveaux locaux. Avant de parler de ça, j'aimerais ça que vous me dites un peu c'est quoi le Centre d'action bénévole, votre mission, vos activités en général. Bien, un centre d'action bénévole, il a comme pour mission la promotion de l'action bénévole. Donc, mais nous, on est dans un petit milieu. Donc, le Centre d'action bénévole est beaucoup connu pour ses services bénévoles de maintien à domicile. Donc, accompagnement de transport pour les rendez-vous médicaux pour la clientèle en perte d'autonomie, la popote roulante, l'aide au formulaire, le programme Sécuricab, qui est des appels de sécurité. On a le centre de jour, bien entendu. On a les ateliers maîtres de ses choix aussi. Ça vous fait quand même une bonne palette d'activités. Êtes-vous nombreux à travailler ici au centre? Présentement, on est 5 employés. On a environ 70 bénévoles, à peu près. Là, ça joue dans ces eaux-là. Et il y a 2 personnes qui sont attitrées pour le centre de jour. Puis là, vous venez de déménager ici sur la rue Taché. Quelles nouvelles possibilités ça vous offre? Ben c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, on se promenait d'un endroit à l'autre. Donc, avoir un seul local fixe, c'est mieux pour nos employés, pour nos intervenants, pour les participants aussi. Et on n'est pas dans nos valises. Moi, je trouvais que mes employés étaient dans leurs valises. C'était plus vraiment fonctionnel. Puis vous voyez tout l'équipement qu'on a. On peut pas mettre un vélo stationnaire dans une voiture. Notre projecteur hobby, on peut pas le mettre dans une voiture non plus. Donc, ça amène une stabilité aussi. Donc, puis on peut se revirer si une activité fonctionne pas pour X raison avec un groupe, ben facile de se retourner de bord parce qu'on a tout notre équipement ici, là. Donc, c'est plus facilitant. Puis c'est plus convivial aussi parce qu'on n'a pas à partager le local avec d'autres personnes. Puis on est dans nos affaires aussi. On n'est pas dans les affaires des autres. C'est toujours une bonne chose. Justement, le projecteur hobby, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un projecteur de jeu interactif qu'on peut mettre soit projeté sur le mur, sur le plancher ou sur une table. Nous, on l'utilise plus sur la table parce que c'est plus facile pour les aînés. Parce que au niveau de l'équilibre et tout ça. Donc, c'est des jeux qui détectent le mouvement avec les mains, entre autres, là, et ça réagit. Donc, c'est fait au Québec par CDS Boutique. C'est à Sherbrooke. C'est un jeu, c'est amusant, là. On n'a pas besoin de faire de mise à jour. Les jeux sont intégrés dans le projecteur. Et les gens aiment beaucoup ça. Même moi, quand des fois je viens, j'aime ça jouer, là. Donc, c'est stimulant, c'est plein de couleurs. C'est un équipement. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça nous prend ça pour le centre de jour. Mais vous avez vu le prix que ça coûte, donc on n'avait pas nécessairement les moyens, mais on a eu une aide financière là, du CIS du Bas-Saint-Laurent pour pouvoir se procurer cet appareil-là. Est-ce que c'est le seul du genre ici dans la région? Je crois que oui, dans le Kamouraska, oui. Je sais que dans le Chaudière-Appalaches, il y a des organismes qui l'ont. Moi, en tout cas, aux dernières nouvelles, on était les seuls ici là, à avoir cet équipement-là. Bien, un gros merci. Je vais aller jouer moi aussi. Oui, merci. Le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska a célébré cette année son 10e anniversaire d'existence. Monsieur Alexandre Bibeau, représentant pour la MRC de Kamouraska, est venu nous rendre visite ici, à nos studios de la TVCK, afin de nous parler de cette 10e année, de toutes les activités qu'il y a eu lieu, et aussi de nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est ce parc, cet immense parc, comme vous allez voir dans cette entrevue. Alexandre, merci d'être venu en forêt avec moi. D'accord, ben merci, je me sens dans mon élément naturel. Je suis beaucoup plus à l'aise. Nice. Le parc régional du Haut-Pays fête ses 10 ans. Est-ce que tu as envie de me faire un petit bilan de ces 10 années-là ou de cet anniversaire-ci plus particulièrement? 10e anniversaire du parc du Haut-Pays cette année, effectivement, on a tenu à souligner le développement, l'essor qu'a connu le Haut-Pays au fil des 10 ans. Il y a des choses qui se sont développées
beaucoup plus qu'on l'aurait cru, des choses qu'on n'attendait pas non plus. Puis c'est un peu ce qu'on a voulu faire briller cet été à travers les événements qu'on a montés. Pour ceux qui habitent le Kamouraska depuis un peu plus longtemps, qui sont natifs ou ceux qui arrivent, déjà la première chose, c'est qu'on n'entend plus parler de l'arrière-pays. Hein? On parle du haut-pays maintenant, puis c'est beaucoup grâce aux entreprises, aux agents de développement, aux élus, puis à tous ceux qui se sont impliqués, qui ont permis, dans le fond, cette nouvelle identité-là. Puis, dans les événements qu'on a créés cet été, c'est ce qu'on voulait faire briller. Le premier, ça a été un gros 5 à 7. On a fait un party à Saint-Gabriel-l'Allemand. En fait, quand on a inauguré le parc régional, il y a 10 ans, c'était à Saint-Gabriel-l'Allemand qu'on l'a fait, au Parc Garneau, avec les collaborateurs, avec les élus, avec les gens du réseau là, du Kamouraska qui étaient là pour les prises de parole, pour la conférence de presse, tout ça. Donc, on a voulu réinviter tous les acteurs qui se sont impliqués de près ou de loin au développement du haut-pays dans les 10 dernières années pour venir partager cocktail du haut-pays dans le parc, puis band de musique, de la bouffe, tout ça. Puis, à notre grande surprise, on a eu près de 200 personnes, soit le double de l'inauguration. On était vraiment, vraiment, vraiment contents parce que ça a permis de recroiser des gens qu'on n'avait pas vus depuis quelques années, d'autres qui sont sortis de la région. Ça a créé une ambiance festive incroyable. Le party a duré beaucoup plus longtemps que prévu d'ailleurs. C'était vraiment le fun. Deuxième événement qu'on a mis de l'avant, le parc du Haut-Pays, dans les 10 dernières années, on a organisé beaucoup de tours guidés. Entre autres, Expérience Kamouraska, qui a comme été un peu nos projets vedettes. On faisait des tours guidés qui partaient de Kamouraska, qui montaient jusque dans le fond du Haut-Pays. Puis, on a voulu organiser un tour guidé 100% au pays. Donc, on a rempli un autobus à craquer. On n'avait plus de place. On s'est retrouvé avec un cortège de voitures derrière nous autres qui nous suivaient. Puis, on a fait les 7 municipalités du Haut-Pays, une après l'autre, sur la route du Haut-Pays. Puis, on en a profité. En 2022, on a tenu un projet d'art public. On a fait installer 8 arts publics sur le long de la route du Haut-Pays dans les 7 municipalités. Puis ces œuvres d'art public-là, dans le fond, ça a été les arrêts de la visite guidée qu'on a faite cet été. Donc, quand on arrivait dans une municipalité, on se rendait là où il y a l'œuvre d'art installée. Puis l'artiste était là pour nous en parler, on pouvait interagir avec lui. Donc, on était entre l'histoire, les anecdotes du petit tour guidé, quelque chose d'un peu croustillant, un peu funky, puis, hop, quelque chose de plus, on va dire, officiel avec les artistes où l'on dévoilait l'art public. C'était vraiment chouette. Troisième événement. Écoute, ce qui a marché le plus dans les 10 dernières années dans le Haut-Pays, c'est tout le volet gourmand. Dans le Haut-Pays, on a faim. Là. On aime ça manger puis bien se réunir autour de la table. D'ailleurs, la majorité des entreprises qui ont ouvert dans les 10 dernières années tournent de près ou de loin autour du monde agroalimentaire. On parle de plus d'une 50aine. Donc, on s'est joint au marché à la ferme de la Borderie à Saint-Joseph. À tous les ans, la Borderie tient un marché à la ferme qui est vraiment cool, super beau, avec tous ses producteurs près de lui, là, près de la famille de la Borderie, Clément Claire et sa gang. Puis, dans le fond, là, on avait notre chapiteau. On accueillait les gens qui rentraient au marché en compagnie de Côté Est, qu'on a engagé ce jour-là, avec son projet Myco-Migrateur. Puis là, Kim Côté et Perle ont préparé et servaient des bouchées toutes composées d'ingrédients du Haut-Pays ou du Kamouraska. Puis ça nous permettait de rentrer en communication avec les gens puis faire connaître nos producteurs. Festival Mycotourisme. Ça a été... c'est un récurrent maintenant. Le parc a été très impliqué là-dedans. Mais c'est pas un événement spécial 10e anniversaire, mais je tenais à le dire, un super Mycofest cette année. Ça a bien fonctionné. On a vécu vraiment des beaux moments. Puis c'était le fun de voir tout l'essor que prend le domaine mycologique parce que ça fait partie des premiers projets que le Parc du Haut-Pays a supporté il y a 10 ans. Donc, de voir où ça en est rendu aujourd'hui, c'était comme une petite fleur 10e anniversaire. Puis finalement, à Sainte-Hélène de Kamouraska, on a tenu une balade art, artisanat, patrimoine. Tout simplement une marche dans le village, profiter de cette belle municipalité qui a un beau patrimoine bâti autour de l'église, du cimetière, la caserne. Puis les artisans, les artistes de Sainte-Hélène nous ont ouvert les portes de leurs ateliers. Il faut savoir que le Haut-Pays compte de plus en plus d'artistes et d'artisans. L'immobilier jouant un peu en la faveur du Haut-Pays, ils vont s'installer dans le Haut-Pays, ils ouvrent leurs ateliers d'art à cet endroit-là. Puis Florent Dufort, atelier 27 par 27, nous a présenté ce qu'il fait dans l'encadrement. Miguel Forêt nous a ouvert son atelier de peinture. AEG Métissage, Amélie et Julien nous ont fait une démonstration de tours à poterie, ils nous ont montré leur boutique, c'est vraiment génial. Puis Maxime Millard, une jeune photographe de Saint-Gabriel-l'Allemand, était là aussi pour nous présenter un peu son travail. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait tout cet été, en plus du reste. Vraiment un bel été, là. C'était vraiment le fun. Ben bravo.
premièrement. Question de même, mettons, pour l'inculte en moi. Parc régional du Haut-Pays, ça comprend quoi, en gros? Oui. Faut être familier avec la patente. Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, ce sont les 7 municipalités qui sont, on va dire, les plus loin du fleuve ou qui bornent la forêt publique. Donc, si on part à l'ouest, Saint-Onésime-d'Ixworth, Saint-Gabriel-l'Allemand, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Saint-Alex. J'espère que j'en ai nommé 7. Ah, oui. Puis on inclut en plus les 2 territoires non organisés de Picard et Petit-Lac-Sainte-Anne, qui correspondent pas mal au secteur de la ZEC-Chapais. Puis de l'autre côté, là, le domaine forestier des terres publiques. Je me risque comme ça, là, je lance un chiffre, tu me dis si je me trompe, c'est environ 50% du territoire complet du Kamouraska. Est-ce que je me trompe? On pourrait monter à 75% si je ne me trompe pas. Le parc du Haut-Pays, c'est un peu plus de 1800 km² de territoire. Et là, vos auditeurs les plus connaissants de la chose me tireront peut-être les oreilles. Je crois que le Kamouraska tourne autour de 2200 ou 2400 km², si on n'inclut pas comme le fleuve et ces choses-là. Mais forcément, la forêt publique en haut, c'est un immense bloc de territoire forestier qu'on a. Donc, un peu plus de 1800 km², ouais. Pour l'avenir, est-ce qu'il y a des projets vers soit ces territoires publics-là ou justement vers encore plus de faire connaître cet immense territoire? Ben, on voit depuis quelques années de plus en plus d'intérêt vers les territoires, on va dire, un peu plus isolés, un peu plus difficiles d'accès. On l'a vu beaucoup pendant la COVID. Les gens cherchaient à pratiquer des activités de plein air, en nature. Donc, on voit qu'il y a de l'intérêt pour des activités en forêt publique, dans le domaine forestier, entre autres. La cueillette de champignons forestiers en fait partie. La chasse qui redevient très, très, très populaire sur notre territoire, avec beaucoup de relèves là, qui pratiquent la chasse maintenant là, au gros gibier. C'est sûr, Gros Pin, Lac à l'Orignal, la Chute à l'Orignal, le projet de mycomigrateur. On voit des projets tout doucement qui commencent à rentrer dans le Haut-Pays, dans les forêts publiques. L'installation des bornes Camus aussi, qui a bien fonctionné, qui a rendu la forêt un peu plus sécuritaire, un peu plus accessible. C'est une application qu'on peut télécharger sur nos téléphones mobiles qui nous permet de s'orienter ou prendre de meilleures décisions en cas de problème en territoire isolé, mais surtout qui permet aux services d'urgence d'intervenir avec le même outil. Donc, les grands projets, je vais laisser la MRC, les municipalités faire le prochain plan d'action, réfléchir à ce qu'ils veulent pour l'avenir du Haut-Pays, mais on voit qu'il y a un intérêt, oui, de toute façon, puis de plus en plus de choses qui s'y déploient. Alexandre, merci beaucoup d'être venu en forêt. Ben, merci de m'avoir accueilli dans mon élément. Bonne journée, salut. Salut. Le 31 octobre dernier, soit le soir de l'Halloween, j'ai eu la témérité de me rendre chez Nick Michaud, BDiste basé à Rivière-Ouelle. Monsieur Michaud a sorti tout récemment une bande dessinée qu'il m'a généreusement donnée d'ailleurs, Les sorcières du Mississippi. Avec lui, je m'entretiens au niveau de c'est quoi, en fait, être BDiste, vivre de ça en région, puis en plus avoir sa propre maison d'édition. Ce fut une rencontre vraiment très intéressante et j'espère qu'elle saura vous plaire à vous aussi. Ben Nick, merci de m'accueillir chez toi. En cette soirée d'Halloween en plus. Ouais. Avant de parler du livre là, que tu viens de sortir, Les sorcières du Mississippi, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours en tant que BDiste. C'est atypique un peu comme carrière, fait que ça m'intrigue. Peux-tu m'en dire plus? Ben, depuis que je suis jeune, c'est pas mal tous les BDistes, c'est ça. Puis j'ai toujours eu cet objectif-là dans la tête, faire de la BD. J'avais pas de plan B, c'est mon plan A, c'était ça. Puis j'ai foncé tête première. C'est ça, j'ai dû faire du graphisme, tout ça, pour certains jobs, parce qu'au début, ça marche pas tout le temps à être BDiste. Mais c'est ça. Fait que j'ai étudié en dessin animé, animation à Rivière-du-Loup. J'ai étudié en graphiste à Québec et ensuite, après ça, j'ai fait une série qui s'appelait une série de métal, des illustrations de métal. Puis je faisais exposer ça. Je voulais beaucoup dessiner avant de me lancer dans la BD pour être un meilleur dessinateur. Fait que j'ai fait cette exposition-là. Ça s'est promené partout dans les microbrasseries, dans les bars, même sur le 70,000 Tons of Metal. C'est une croisière heavy metal qui se passe dans les Caraïbes. Fait que c'était un beau moment de ma carrière, cette exposition-là. Puis ensuite, quand je me sentais prêt, j'ai dit « OK, je lance ma première BD qui est une série que je scénarisais dans ma tête depuis tellement d'années qui s'appelle Black Rose Saga. » BDiste, est-ce que ça ne fait que des dessins ou ça concevoit aussi l'histoire derrière les dessins, si je peux dire?
Un BDiste, ça peut être un scénariste, ça peut être le dessinateur, ça peut être les deux. Tant mieux si c'est les deux parce que tu peux dessiner ta propre histoire, mais souvent des gens qui sont des bons écrivains, ils savent pas dessiner, donc ils ont besoin d'un dessinateur. Fait que ça peut être scénariste ou dessinateur. Okay. Ou les deux. C'est ça, ou les deux. Est-ce que, une question un peu personnelle, est-ce que tu en vis présentement? Oui, j'en vis depuis 2020, 2021. 2020, ouais, c'est ça. Fait que la COVID a été une bonne chose. Ouais. C'est grâce à Bière Dessinée que c'était une série qui était un projet sur le site. J'ai essayé un type de BD qui était comme un peu reportage en BD sur l'histoire des microbrasseries. Puis ça a tellement pogné que ça a fait que j'ai pu en vivre. J'avais un emploi comme agent de com, graphiste et on était en pause, puis quand on était revenu, j'ai pu dire à mon boss, j'ai réussi à vivre de ça, de mon art. Fait que j'étais très content de ça. Là. C'était un rêve depuis plusieurs années. Ouais. Bravo. Là, tu as sorti vraiment récemment le livre Les sorcières du Mississippi. Peux-tu me parler un peu de ça, s'il te plaît? Oui, dans le fond, c'est une nouvelle collection. Le dessinateur, c'est Louis Paradis. Moi, je suis scénariste. Je peux pas tous les illustrer, c'est pour ça. Puis Louis est excellent. C'est un monsieur que ça fait 45 ans qu'il dessine. Puis il dessine beaucoup de sorcières, tout ça. Fait que ça allait de soi que je lui demande d'illustrer cette série-là. C'est une nouvelle collection qui est format comic book américain. On fait des gros formats d'habitude plus à l'européenne, mais là, on voulait tenter format comic book américain pour justement s'attaquer au marché anglophone, puisqu'on l'a aussi fait en anglais. Okay. Fait que c'est ça, c'est notre premier volume 1. C'est toutes des courtes histoires d'horreur. Comme vous pouvez voir, c'est peut-être 20-25 pages. Puis chaque année, vers l'automne, on va en sortir une nouvelle histoire. Ce ne sera pas les sorcières, ça va être une autre histoire. Fait qu'à chaque année, on va essayer de faire une histoire d'horreur qui fit avec la thématique Halloween. Là, la question que je me suis posée, moi, la première question en voyant le titre, c'est est-ce qu'il y a un lien avec le Mississippi des États-Unis ou le chemin et le rang Mississippi à Saint-Germain-Saint-André? Le deuxième, je le connaissais pas. Ah ouais? Fait qu'on y va avec les Mississippi des États-Unis parce que ça se passe durant le temps de l'esclavage. Okay. Fait que c'est ça, c'est l'histoire, ça se passe dans ce temps-là, durant l'esclavage. Puis c'est Harriet, une jeune esclave, qui trouve refuge dans un sanctuaire de sorcières dans la forêt. Puis elle découvre un monde plutôt sombre et pervers. À quel genre de clientèle ça s'adresse, mettons, en termes d'âge? Est-ce que c'est pour enfants, adultes, tout public, peu importe? Sur la couverture, on a écrit pour public averti, horreur, violence, nudité, sexualité, torture. Donc, ça va... ça dépend à quel ado, parce que moi, je pouvais lire ça à 13 ans, 14 ans, mais je recommande peut-être 15 ans et en haut. Là. Ouais, super. Mais est-ce que tu as d'autres projets en cours présentement? Oui, on a fait, l'année passée, on a sorti l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec. Donc, on travaille en ce moment sur le tome 2. C'est même un scoop. On l'a pas annoncé encore qu'on travaillait dessus. On a rencontré tous les groupes et il nous reste à écrire le scénario. Moi, je suis juste l'éditeur là-dedans. Je suis pas scénariste ni dessinateur. Fait que c'est Christophe Gagné qui va faire le scénario. Fait que c'est ça. Je vais m'asseoir avec lui pour regarder comment on va écrire l'histoire des groupes et tout ça. Et les dessinateurs sont tous trouvés déjà pour ce que c'est un collectif. Chaque groupe a un dessinateur différent. Donc, ça donne un aspect vraiment intéressant à l'album. Je travaille aussi sur Black Rose Saga tome 3. Enfin, les gens me le demandent souvent. Ça fait depuis 2021 que j'ai sorti le tome 2. Fait que c'est ça, je m'attaque dessus pour l'avancer. Puis il n'y aura pas de bière dessinée, je prends une pause ou arrêt complet, je ne sais pas encore, de cette série-là pour travailler sur mes autres projets. Ton marché, disons, là, ce livre-là que tu as dans les mains, tu l'as sorti en anglais. Est-ce que les autres livres, tu vas les sortir en anglais ou bien non, c'est plus le marché francophone en général? Lui, il est français-anglais. Pour cette collection-là, Samhain Comics, ça va être français-anglais. Peut-être qu'on va traduire des titres.
Je le sais pas encore. C'est quand même tout frais encore. Je sais pas comment je vais m'attaquer au marché anglophone aussi. On s'en sort bien pour le marché français, ça va super bien. Pour le marché anglais, c'est une autre histoire. Je suis moins à l'aise, mais on trouvera une solution pour réussir à percer des nouveaux endroits. Tout ça pourrait être le fun en faisant peut-être des événements ailleurs dans le Canada anglais ou les États-Unis. Fait que j'ai peut-être quelques idées de titres, mais pas toutes. C'est comme les 5 endroits les plus hantés du Québec. T'sais, tout ce qui rapporte peut-être au Québec, sauf peut-être l'album Metal, que lui, on va le faire en anglais. Ça dépend des titres, mais pas toutes. OK. Dernière question pour toi. Un autre chapeau que tu as, dont on n'a pas encore parlé, c'est que tu as une maison d'édition, les éditions Sawin. Est-ce que tu es propriétaire, copropriétaire? Je suis plus certain. Puis peux-tu nous dire un peu c'est quoi tu fais dans cette maison d'édition-là? Ouais, je porte beaucoup de chapeaux là-dedans. Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai débuté en 2018. Je l'ai fait une maison d'édition. Il y a beaucoup de bonnes maisons d'édition au Québec qui font vraiment des choses magnifiques, mais pas dans le type de lecture que moi je lis et tout ça. Fait que j'ai dit, OK, ben, je vais sortir ma propre maison d'édition. Puis, certains gens sont contents, puis ils viennent nous voir, puis ils disent, hey, j'aime ça ce que vous faites. Puis ça, c'est vraiment dans notre style. Puis aussi, d'autres personnes ne viendront jamais nous voir parce que c'est pas dans leur style partout. C'est bien correct aussi. Fait que c'est ça, ouais. À date, je suis seul mais c'est beaucoup d'ouvrages pour une seule personne et c'est vraiment intense. Peut-être éventuellement, je vais avoir des acolytes pour ça, pour pousser encore plus loin la maison d'édition. Fait que c'est ça, je suis éditeur. Fait qu'au début, j'étais beaucoup BD auteur et que je les éditais, mais là, je prends de plus en plus d'autres auteurs pour éditer leurs choses. Fait que je suis bien content de ça. C'est le fun, ça donne une belle visibilité à des artistes certains artistes qui commencent. Je les mélange des fois dans les collectifs avec des artistes qui sont déjà très connus, très établis. Fait que c'est ça, c'est la beauté d'être éditeur, même c'est très demandant. Ben Nick, un gros merci. Merci à toi, ouais. Merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ben, c'est moi qui ai été invité chez toi. Puis je suis content que tu viens dans l'antre des éditions Sawin en plein Halloween. Ça prenait du courage pour ça. Avoir su. Merci beaucoup. Yes, salut. C'est donc ce qui complète notre bulletin d'information d'Infocam pour cette semaine. Si jamais vous avez des questions, si vous aimeriez partager une information avec moi, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.